BFM Business, BFM Bourse, partageons nos valeurs. Et ce partageons nos valeurs, et même dont on va parler du portefeuille PEA à BFM Responsable, aujourd'hui c'est avec Sarah Carvalho de Oliveira. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste gérante ISR chez Sycomore AM. Donc ce portefeuille PEA BFM Responsable que l'on suit toutes les semaines, vous allez nous dire un petit peu sa performance là sur la semaine passée. Qu'est-ce que ça donne là en bourse d'un jour sur l'autre, On est assez incertain. Qu'est-ce que ça donne en termes de performance sur ce portefeuille en particulier? Alors, je pense qu'on peut même regarder les 2 dernières semaines, puisqu'on est sur des choses assez contrastées. Donc ça inclut le vendredi noir là qu'on a eu, là, le Black Absolument. Friday. Donc, comme vous le savez, sur les derniers jours de novembre, on a eu le vendredi noir avec l'annonce du nouveau variant. Et ce qu'on a vu au moment de cette correction assez brutale, c'est que le portefeuille, dans ce contexte, a bien résisté. Il a cédé 2 points de moins que son indice, donc ce qui démontre son profil assez défensif. Maintenant, ce qu'on voit sur la semaine écoulée, c'est que finalement, étonnamment, malgré le news flow sanitaire qui reste assez mauvais, le marché a été plutôt constructif. Et donc, c'est plutôt les valeurs cycliques sur la semaine écoulée qui ont bien performé, les valeurs associées à la reprise de l'économie, donc les bancaires, les matières premières, la conso discrétionnaire. Et ce contexte-là, pour notre portefeuille, il est plus compliqué. Donc, ce qui Pourquoi? Parce qu'il y en a pas beaucoup, ce genre de valeurs. Alors, c'est plutôt des secteurs sur lesquels on est je vois pas trop de bancaires, là, mais il n'y en a pas en fait. Effectivement. Puisqu'on est sur des secteurs qui répondent plutôt aux besoins essentiels de l'économie. Et qui vont pas très bien fonctionner dans ce contexte d'incertitude très très forte où finalement le focus du marché il est plutôt sur le court terme. Le marché il réagit beaucoup aux annonces sur le news flow sanitaire mais aussi sur la politique monétaire. Donc gros point d'interrogation sur combien de temps est-ce que les banques centrales vont encore être en soutien, est-ce qu'elles vont agir sur l'inflation au risque de casser la reprise. Et puis ces incertitudes aussi sur les chaînes d'approvisionnement qui perdurent et qui contribuent à diminuer la visibilité. Donc beaucoup d'incertitudes, beaucoup de volatilité et donc finalement ces jeux de rotation sectorielle qui peuvent avoir lieu d'une semaine sur l'autre. Maintenant ce qui est très important de garder en tête pour notre portefeuille et pour les stratégies ISR, c'est qu'on ne change pas de stratégie sur son portefeuille. Exactement. Surtout pas. C'est que le cap pour un portefeuille ISR, c'est le long terme. La stratégie c'est investir dans des valeurs de qualité qui répondent à des besoins sociétaux et environnementaux. Ces besoins ils ont sur la décennie à venir et au-delà. Donc la surperformance de ces valeurs-là, c'est sur cet horizon de temps-là qu'elle a vocation à se matérialiser, au-delà des mouvements de marché qu'on peut percevoir sur la semaine ou le trimestre. On garde le cap. Je disais, pas de bancaire, mais une financière quand même, Allianz, du côté des assureurs dans ce portefeuille responsable. On va faire un zoom sur la performance de certaines valeurs en particulier. On commence par HelloFresh, valeur allemande. On rappelle déjà l'activité ? Oui, alors HelloFresh, ils sont spécialistes de la livraison de repas à cuisiner en kit à domicile. D'accord. Qui vous livrent les ingrédients, la recette. Et on fait soi-même, donc ils surfent vraiment sur la tendance du fait maison, qui a été beaucoup accélérée pendant la pandémie. Et c'est pour ça que dans le contexte comme celui qu'on a vu la semaine dernière, où finalement c'est plutôt les valeurs go-out qui sont favorisées, puisque les inquiétudes, le stay-at-home a un peu reculé. Bizarrement, parce que comme je le disais, le news flow sanitaire est pas du tout si bon que ça. C'est pas du tout intuitif. Donc pour nous, c'est un peu étonnant. Et puis, c'est à replacer dans un contexte où la valeur a très bien marché depuis le début de l'année. Et il y a des inquiétudes depuis plusieurs mois des investisseurs sur la capacité du groupe à vraiment fidéliser tous ces clients qui ont été gagnés pendant la pandémie. Finalement, ces inquiétudes, on peut se dire qu'elles sont légitimes parce qu'effectivement, c'est une société assez jeune. L'IPO, elle date que de 2017. C'est un marché, un modèle économique qui est encore peu connu et qui n'était pas stabilisé avant le Covid. Donc, il y a cette question de finalement où est-ce que ça va atterrir en termes de volume, en termes de marge après le Covid. Maintenant, nous, ce qu'on pense, c'est que cette tendance du fait maison qui s'inscrit dans le souhait des consommateurs de consommer plus sain, de reprendre le contrôle un peu sur leur alimentation et ce qu'il y a dans leur assiette, elle dépasse l'horizon de temps de la pandémie. Et puis le groupe a encore beaucoup de leviers de croissance à activer en élargissant le portefeuille de produits pour mieux répondre à tous les nouveaux régimes, les spécificités qui émergent, et puis aussi aller sur de nouveaux pays. Donc on pense que le groupe a encore largement de quoi faire, même quand la pandémie sera terminée, et on reste confiant sur le cas. Donc c'est injuste, c'est moins 12% sur la semaine. Depuis le début de l'année, de plus 32% quand même. Voilà. Ça reste pas mal une des meilleures performances du portefeuille. Et puis à l'autre extrémité du classement, il y a Schneider Electric, qui de son côté s'adjuge 7,5.
Pour quelle raison? Alors ça reste un très beau parcours pour Schneider qui par ailleurs fait aussi déjà Et là, partie depuis des... le début de l'année, on est à 35, hein, c'est ça? C'est ça. Aussi une des meilleures performances du portefeuille. Alors ce qui se passe sur Schneider, c'est qu'ils ont la semaine dernière annoncé un relèvement de leurs objectifs à moyen terme, des objectifs qui sont au-dessus des attentes du marché et notamment le chiffre qui a marqué, c'est une croissance organique attendue sur 2022-2024 de l'ordre de 5 à 8%. Donc c'est de très belles perspectives pour un acteur industriel de cette taille-là et qui ont surpris positivement le marché. Il y a deux éléments à voir dans ces attentes ambitieuses. Le premier, c'est que les marchés sous-jacents sont très porteurs. Ils sont vraiment focalisés sur cette question de l'efficacité énergétique qui est le Au sein de la transition énergétique, l'efficacité voilà, tout à fait. énergétique. Il y a le fait de rendre les mix énergétiques plus verts, mais il y a aussi comment est-ce qu'on économise l'énergie, comment est-ce qu'on utilise moins. Ils sont bons Donc, pour ça. Eux, ils sont vraiment facilitateurs de tous les gros industriels pour ça. Et donc, ils vont aider finalement les entreprises, mais aussi les collectivités qui ont pris tous ces engagements de réduction des émissions de CO2 à les atteindre. Ils les accompagnent très fortement là-dessus. Donc ça, c'est sur les marchés sous-jacents qui sont en croissance. Et puis pourquoi est-ce que le groupe pense qu'il va même surperformer la croissance de ces marchés? C'est parce qu'ils vont de plus en plus vers les niches à forte valeur ajoutée. Donc les composantes software, le service, le conseil. On est sur des marges plus élevées que le produit industriel pur qui permet d'apporter une solution matérielle. Et donc voilà pourquoi est-ce que le groupe continue de séduire les investisseurs. Bon, quelques arbitrages là auxquels vous pensez? Alors effectivement, il y a des arbitrages qui sont en discussion avec mes collègues. Attention, ça négocie là, ça négocie dur. Donc on a sur la liste des sorties potentielles deux valeurs qui ont pas mal souffert dans le portefeuille, Worldline et Philips. On en a déjà pas mal parlé. Ces deux valeurs sur lesquelles on pense qu'il peut y avoir un momentum assez faible dans les ans qui vont venir parce que qui ont beaucoup déçu les investisseurs. Dans le cas de Worldline, il y a cette question du timing sur la cession des terminaux de paiement. Qui reste un sujet de visibilité et puis surtout le groupe a beaucoup de mal à convaincre les investisseurs du fait qu'il arrive à défendre ses parts de marché vis-à-vis de toute la concurrence qui arrive des nouveaux acteurs comme Adyen qui sont des digital natives finalement. Donc là-dessus, on pense que ça peut être compliqué, même si ce groupe, on l'avait sélectionné aussi sur la qualité de ses pratiques, à la fois environnementales et sociales, mais on pense qu'en termes de perception du marché, ça peut rester compliqué. Donc on réfléchit à une sortie, même si le timing de la sortie n'est pas évident parce que la valeur est déjà très décotée. Il y a un peu de surréaction du marché sur ces éléments de crainte vis-à-vis de la concurrence digitale. Et puis sur Philips, il y a toujours cette problématique de rappel des équipements qui sont utilisés pour l'apnée du sommeil. Avec potentiellement une affaire qui va être très coûteuse. Donc là, les rappels sont en train d'être opérés, mais sur vraiment ce que ça va coûter au groupe, en centaines de millions, on ne sait pas. C'est très difficile à estimer, parce qu'il y a deux gros points d'interrogation. C'est finalement à quel point est-ce que la composante de ces appareils-là, la mousse qui est incriminée, est vraiment cancérigène. Et ça, il y a encore des expertises qui sont en cours. Et puis la deuxième chose, c'est finalement, est-ce que on va démontrer une responsabilité du management du groupe, et c'est-à-dire potentiellement le fait que le groupe aurait pu lancer l'alerte plus tôt, de par les alertes que lui faisaient remonter les consommateurs. Et ça, c'est vraiment les deux gros curseurs qui vont permettre d'avoir une vision plus précise de ce que ça va coûter dans le temps et aussi de comment ça va impacter la réputation du groupe, surtout sur le deuxième élément de est-ce que le groupe a vraiment fait ce qu'on pouvait attendre de lui en termes d'éthique des affaires. Et donc ça continue de peser très fortement. Donc ces deux-là, en suspens, Worldline et Philips, et si deux valeurs sortent, faut les remplacer? Voilà, donc on est déjà d'accord sur les deux secteurs qu'on voudrait privilégier. Les secteurs, d'accord. Voilà. Et qu'on voudrait renforcer dans le portefeuille, c'est le secteur de la technologie et celui de la construction. Pourquoi ces deux secteurs qui bénéficient très largement des plans de relance, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, et dans lesquels il y a des segments qui sont particulièrement intéressants pour un portefeuille ISR. Donc, par exemple, sur la tech, on peut parler du tech for good et de tous les services qui sont liés à la cybersécurité. On peut aussi parler de tout ce qui a trait à la numérisation, la digitalisation du secteur de la santé. Un acteur comme Pharmagest qu'on a déjà en portefeuille. Petit indice. Ah non, vous avez déjà. D'accord. On a donc déjà quelque chose en qui s'en rapproche. Voilà. Quelque chose qui s'en rapproche. On va réfléchir. Dans cette direction-là. D'accord. Et puis sur la construction, on peut penser par exemple aux matériaux de construction qui sont là aussi un levier très fort pour améliorer l'efficacité énergétique des bâtiments. Tout à fait. Un acteur comme Rockwool qu'on avait déjà en portefeuille. Donc c'est à ces acteurs-là qu'on pense pour mettre en face des sorties.
Bon, on va phosphorer là-dessus jusqu'à Voilà, encore un peu de jusqu'à la suspense. semaine prochaine. Merci beaucoup Sarah Carvalho des Oliveira, analyste gérante ISR chez Sycomore AM pour ce portefeuille BFM responsable. On va faire une très courte pause et se retrouver. Il sera 16h30. Ça fera 1 heure que l'on cote à Wall Street. Sabrina Quagliosi va nous dire ce qui se passe au bout d'1 heure de cotation à Wall Street. Et puis bien entendu, on verra où en est aussi la bourse de Paris à 1 heure de la clôture. À tout de suite. BFM Business.